problèmes de développement, les exigences démocratiques et la nécessité de construire la nation, nous occuperons donc tour à tour et déterminons l'attitude que nous devons adopter pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Vers un système économique et socio-éducatif répondant aux impératifs du développement et de la démocratie. L'un des constats les plus amers que nous avons fait durant ces assises est que notre société est malade sur les plans socio-économiques et éducatifs. Elle est rendue malade par le système politique aberrant, un système monolithique qui a permis, pendant plus de 24 ans, la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, dont le règne a été rendu possible par la collaboration de groupes d'individus prêts à sacrifier la nation au profit de leurs intérêts personnels et par l'usage du tribalisme, du népotisme et du favoritisme comme base essentielle de la répartition des ressources matérielles et humaines du pays. L'économie a connu dès lors une gestion destinée à asseoir la domination d'une oligarchie qui associe le pouvoir politique au pouvoir économique. L'enrichissement considérable de cette classe provient sans nul doute du choix délibéré qu'il a fait de sacrifier la rentabilité et la rationalité économique au profit de substantielles commissions au cours de vin et des détournements qui se chiffrent à ce jour à plusieurs dizaines, voire des centaines de milliards de francs, attitudes qui ont été rendues possibles par une gestion totalement opaque, la corruption et l'incompétence notoire de certains responsables installés à des postes clés de l'administration. Lorsqu'on ajoute à cela les déséquilibres et les rigidités structurelles liées à des agissements socio-économiques des moins rationnels, sans oublier la profonde dépression qui marque le marché des matières premières, nous comprenons aisément l'état de délabrement de notre économie et la misère des masses laborieuses. En fait, le régime du parti unique a institué dès le départ, malgré cette déclaration tapageuse, une société totalement inégalitaire qui va permettre le maintien et la pérennisation du pouvoir de la classe dirigeante. En effet, l'éducation, sans jamais constituer une priorité pour les tenants du pouvoir, a été développée dans un système complètement politisé qui contribue au culte effréné de la personnalité et qui n'a profité qu'à quelques-uns à cause d'une inégale répartition des ressources et équipements nécessaires d'un système irrationnel et essentiellement tribaliste d'attribution des bourses et autres avantages sociaux, et ceci au mépris de la démocratisation proclamée par le texte de la réforme de l'enseignement de 1975. Ainsi, les importants investissements opérés par les contribuables togolais n'ont servi qu'à former, en plus de tous les laissés pour compte du système scolaire, une classe de cadres incapables de se départir des compromis et compromissions avec le régime en place. Le niveau culturel du pays s'en est trouvé complètement dégradé, et cela avec le concours d'une presse muselée par le monopole d'État sur les masses médias qui a participé activement à la désinformation systématique et à la dépersonnalisation du citoyen. C'est ainsi que se sont trouvés marginalisés dans leur propre pays la majorité des Togolais, paysans dépossédés de leurs terres pour diverses raisons, dont la protection de l'environnement et surtout dans des conditions misérables, jeunes poussés à la délinquance, à la toxicomanie et à la prostitution par l'exode rural, et un chômage qui atteint des proportions alarmantes, femmes victimes de multiples injustices et discriminations, retraités, personnes âgées, isolées et devenues une nouvelle catégorie de pauvres, handicapés, délaissés, etc. Toutes ces diverses couches, nous l'avons souligné, sont privées de l'accès aux biens de la nation, biens économiques, mais aussi biens sociaux tels que la santé, l'éducation, la culture, de même que les loisirs et les sports, désorganisés par d'incessantes ingérences politiques. L'organisation du système politique est telle que le seul recours pour cette classe défavorisée se trouve le plus souvent dans l'allégeance au parti État, à travers ses ailes marchandes et la participation bon gré mal gré aux diverses manifestations politiques, marches de soutien, animations politiques et autres.
Cette société désorganisée par les abus d'un pouvoir pratiquement sans limite, jusqu'intervenant jusque dans la vie privée des citoyens, cette société où les solidarités traditionnelles ont été brisées par le favoritisme et le clientélisme, où le bien-être est perçu comme une manne qui provient des bienfaits de l'autorité suprême, cette société, disons-nous, a servi de fondement à un système économique complètement perverti, car, nous l'avons souligné, l'économie togolaise n'a contribué qu'au renforcement du pouvoir d'une catégorie d'individus qui se sont enrichis de façon scandaleuse. La contrepartie en est, pour le reste des Togolais, une économie sinistrée, dont les caractéristiques les plus frappantes sont une crise financière sans précédent, avec l'accumulation d'une dette extérieure énorme, malgré les multiples ajustements appliqués dans l'ignorance totale de leur dimension sociale et qui ont étranglé le pouvoir d'achat et contraint à la misère une population déjà économiquement essoufflée à un moment où l'environnement international était plus défavorable, avec notamment la baisse constante des prix des matières premières. Vos travaux ont permis de découvrir que cette dette extérieure si lourde s'accompagne d'un déficit budgétaire impressionnant de l'ordre de 40 à 54 milliards pour l'année 1991 et d'un déficit de trésorerie d'environ 36 milliards. C'est donc à juste titre que, forte de tous ces indices de délabrement général de notre économie, la Conférence nationale souveraine a constaté dans une déclaration solennelle en date du 21 août 1991 la faillite économique du régime en place. Mais s'il est bon de constater, il est encore meilleur et même mieux de trouver des solutions. Les travaux au sein de la Commission économique, financière et foncière ont également permis de relever les divers problèmes d'aménagement de notre territoire, nous ont amenés à adopter des orientations pour une nouvelle société qui va se développer avec une économie libérale ayant comme auteur et acteur l'homme réhabilité, libre et responsable. Cet homme, c'est la société qui devra le former. Le former de façon à ce qu'il présente le profil qui répond à la nécessaire reconstruction de l'économie nationale dans la perspective d'un État démocratique. C'est pour cette raison qu'il faudra que la nation tout entière se retrouve pour débattre des problèmes socio-éducatifs au cours des États généraux consacrés aux secteurs tels que l'éducation nationale, la culture et la communication, l'éducation physique et les sports civils, les activités de jeunesse et de loisirs, les affaires sociales, la promotion de la femme et la santé. Les États généraux devront ouvrir la voie à une nouvelle école qui assurera non seulement la formation à l'emploi, mais aussi la formation générale et surtout la formation du caractère, une école qui assurera les conditions d'un épanouissement individuel et collectif. Les États généraux permettront d'une façon générale à la nation de se pencher sur les problèmes des plus défavorisés et plus précisément de leur faciliter l'accès aux formations offertes en renforçant la démocratisation, la rentabilisation et l'adaptation de l'école aux réalités et aux besoins du pays, de les considérer avec tous les autres Togolais comme producteurs et bénéficiaires de la culture, de leur offrir les moyens d'accéder à un véritable état de santé, défini non pas seulement comme l'absence de maladie, mais comme un état complet de bien-être, et ce, en définissant une nouvelle politique sanitaire fondée sur des meilleures conditions d'hygiène, des programmes efficaces de lutte contre les endémies, la diminution du prix des médicaments et une meilleure formation du personnel qui devra disposer des moyens nécessaires pour son action. Mais tout cela serait insuffisant s'il était accompagné de la mise en place de nouvelles structures et de programmes de protection et de promotion sociale, d'une politique de protection de l'environnement qui mette au centre de ses préoccupations et qui soit elle-même intégrée à une meilleure politique d'aménagement du territoire. La refonte des structures sociales demande également la mobilisation des ressources pour la recherche scientifique, technologique et médicale, mais cette dernière, du fait des potentialités naturelles dont dispose notre continent, ne doit pas manquer d'associer médecine moderne et médecine traditionnelle. Il faut rappeler enfin que cette refonte ne peut se faire sans un réel établissement de la presse, élément essentiel de la démocratie dans ses rôles d'information, d'éducation, mais également d'instruments de culture et de loisirs. Telles sont les bases
de la nouvelle société de justice et de solidarité établie par la Conférence nationale souveraine, consciente de la nécessité de reconstruire notre économie. En effet, il s'agit pour nous de redresser une situation chaotique, et cela nécessite de notre part un effort collectif sans que nous perdions de vue l'attention indispensable à accorder aux plus défavorisés. Parmi ceux-ci, les sans-emploi, qui forment environ 40% de la population active potentielle. Pour eux, la conférence a choisi d'établir à court terme un plan d'urgence fondé soit sur une intégration rapide au marché du travail, soit sur la mise en place de projets à forte intensité de main-d'œuvre, en attendant l'élaboration à long et moyen terme d'une politique efficiente d'emploi. Mais pour réussir à tenir cette promesse, notre effort de redressement économique doit s'articuler dans l'immédiat autour de l'assainissement des finances publiques et de la relance de la production, et à moyen terme autour de la réalisation d'une stratégie d'ajustement centrée sur le rétablissement des équilibres et le paiement de la dette, stratégie sous-tendue par une véritable planification économique. À long terme, nos assises nationales prévoient la formation d'une croissance, prévoient la promotion d'une croissance économique soutenue visant l'amélioration des conditions de vie des Togolais en s'appuyant sur le secteur rural, où il faut permettre à l'agriculture de se prendre progressivement en charge en opérant un désengagement graduel de l'État de manière à promouvoir une organisation démocratique du monde rural afin de permettre un véritable développement à la base. Les divers contours de cette politique seront détaillés lors des états généraux de l'agriculture et du foncier. En s'appuyant également sur le commerce, les services, les petites et moyennes entreprises et industries, le secteur informel, le bâtiment et les travaux publics. Nos travaux dans ce domaine ont conclu à la nécessité de promouvoir la croissance et de réhabiliter l'environnement économique des entreprises. Conscience du rôle que la mauvaise gestion des sociétés d'État et d'économie mixte a joué dans la faillite de notre économie, en constituant le domaine de prédilection des détournements et des enrichissements illicites, et en finançant les dépenses extrabudgétaires, la conférence, qui a constaté l'échec de l'État dans son rôle de chef d'orchestre du développement, a décidé d'adopter le principe du moins d'État qui, sans se confondre avec celui du pas État, devra permettre au pouvoir public de se désengager progressivement pour laisser la place à l'éclosion de l'initiative privée dans les secteurs où les compétences individuelles sont requises. Cette nouvelle économique qui fait de l'homme l'auteur et l'État le facilitateur des activités, dans le cadre d'une économie libérale fondée sur une association de l'État, des collectivités et des entreprises en partenaires responsables et solidaires, ne pourra se développer dans le cadre égoïste de cet environnement exigu que nous offre notre espace géographique. L'étroitesse de notre territoire, loin de nous décourager, doit plutôt nous pousser vers une volonté d'intégration économique régionale et sous-régionale. À l'heure où partout les peuples s'organisent pour constituer de vastes ensembles économiques qui deviennent sous nos yeux de véritables espaces de coprospérité, les États africains ne peuvent plus rester confinés dans ces espaces arbitrairement définis pour eux par la conférence de Berlin.